tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Nous allons commencer par notre première partie du podcast, la chronique de mes lectures et donc mon bilan du mois de septembre 2025. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 15 livres et j'ai un 16e livre qui est toujours en cours et que je finirai très probablement sur début octobre, donc je vous en parlerai un peu plus sur le mois d'octobre. Mais on va déjà commencer par les 15 livres que j'ai lus ce mois-ci. Bon ok, c'est un petit peu de la triche, il y a eu quand même pas mal de BD et de romans graphiques, mais bon, ça se tient quand même. Allez, on commence. Alors, le premier livre que j'ai lu sur le mois de septembre, c'est le tome 3 de la série Une braise sous la cendre, un faucheur aux portes de Sabaa Tahir, publié chez Big Bang. Comme je vous en ai déjà parlé dans les épisodes de juillet et août, puisque je continuais de lire la série, les tomes les uns après les autres, c'est un roman de fantasy qui se déroule dans l'Empire et dont les personnages principaux sont Laia, Elias et Hélène. Je vous refais juste vite fait bien fait le résumé du tome 1. Laia est une esclave, Elias est un soldat, aucun d'entre eux n'est libre. Sous l'Empire martial, la défiance est synonyme de mort. Ceux qui ne dédient pas leur sang et leur corps à l'empereur risquent l'exécution des personnes qu'ils aiment et la destruction de tout ce qui leur est cher. C'est dans ce monde brutal, inspiré de la Rome ancienne, que Laia vit avec ses grands-parents et son frère aîné. Sa famille survit comme elle peut dans les allées sombres et pauvres de l'Empire. Ils ne défient pas l'Empire. Ils ont vu ce qui arrive à ceux qui osent le faire. Mais quand le frère de Laia est arrêté pour trahison, Laia doit prendre une décision. En échange d'aider les rebelles qui ont promis de secourir son frère, elle doit risquer sa propre vie pour jouer les espionnes à l'intérieur même de la plus grande académie militaire de l'Empire. Là-bas, Laia rencontre Elias, le soldat le plus doué de l'école et secrètement le plus réticent. Elias ne veut qu'une chose, se libérer de la tyrannie qu'il se doit d'appliquer de par sa formation. Lui et Laia réalisent rapidement que leurs destinées sont étroitement liées et que leur choix pourrait bien changer le sort même de l'Empire. À force de vous le répéter, je pense que le résumé, vous devez le savoir. Donc, je ne vais pas vous spoiler avec ce tome 3, bien entendu. Mais en ce qui concerne mon avis, on va plutôt parler du fait que j'avance dans la saga et qu'il ne me reste plus que le 4e tome dans ma pile à lire. J'aime toujours autant cette série, son univers est riche, sombre, surtout ses personnages auxquels je suis de plus en plus attachée. Chaque tome se lit avec une fluidité incroyable et me donne envie d'enchaîner immédiatement, comme si ma vie dépendait de connaître la suite. Bon, ok, j'exagère un peu, mais à peine. Ce 3e tome confirme qu'Une braise sous la cendre est en train de devenir mon grand coup de cœur de 2025. J'ai vraiment hâte de me plonger dans le dernier volume et de découvrir comment Sabaa Tahir va conclure cette histoire. Je pense d'ailleurs aux lectrices et lecteurs de l'époque PKJ qui ont dû rester des années sans connaître la fin. Quelle frustration ça a dû être. Heureusement, grâce à Big Bang, on peut enfin profiter de la saga complète en français et je les remercie pour ça. Vivement ma lecture du tome 4 et je vous en parle très vite. Ma 2e et ma 3e lecture, on va les mettre dans le même panier, c'est le tome 2 et le tome 3 de l'intégrale en audio de la série Evie Wyld que j'ai écouté. Le tome 2 s'appelle Meurtre, magie et télé-réalité et le tome 3 s'appelle SOS fantôme en détresse. L'autrice c'est Hélène Harper. Ce roman a été publié chez Hardigan pour la version audio et chez Bookmark pour la version papier. C'est une urban fantasy qui se déroule sur la ville d'Oxford avec comme personnages principaux Evie Wyld, Raphael Winter, entre autres. Donc je vais vous faire rapidement pareil le résumé du tome 1, vu que c'est le tome 2 et le tome 3, je vais essayer de pas vous spoiler. Bon, soyons clairs, Evie Wyld n'est pas une héroïne. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique, malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Evie passerait ses journées affalée dans le canapé, devant la télé, paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche arcane, le département d'investigation de l'ordre hermétique du crépuscule d'or,
Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe des représentants de l'ordre. Et le fait d'être lié magiquement à l'Adeptus Exemptus Raphael Winter ne fait qu'empirer la situation. Il a peut-être un regard couleur saphir, le corps d'un mannequin maillot de bain, mais pour Ivy, il représente tout ce qu'il y a de soporifique dans le boulot de sorcier. Et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. Comme vous le savez, j'ai écouté le tome 1, je crois, sur le mois d'août, et je suis toujours aussi fan de cette série. Enchaîner les tomes les uns après les autres a rendu l'expérience encore plus immersive. Je n'ai rien perdu des personnages, ni des intrigues. Même si chaque tome propose une aventure différente, on suit toujours la même fine équipe, avec ce duo qui fonctionne à merveille et qu'on ne peut qu'adorer. Leur complicité les rend terriblement attachants, au point qu'on a l'impression de les connaître vraiment. Arriver au bout de l'intégrale me laisse un petit pincement au cœur. Après quasi 1 mois et demi passé en leur compagnie, c'est comme dire au revoir à de vieux amis avant de se lancer dans de nouvelles aventures. Une lecture, ou plutôt une écoute, que je recommande chaudement. Le 4e livre de ce mois de septembre s'est porté sur le tome 1 de la série Les enquêtes du Emerald Club, réunion parents-prof cadavres de R.C. Queens, dont j'ai effectué l'interview avant l'été, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Elle s'est auto-éditée dans le genre du Cozy Mystery. Là, nous avons des personnages qui évoluent sur la ville de Sydney, avec notamment Rose, Birdie et bien d'autres. En résumé, Rose, jeune femme sourde, a décidé de plaquer sa vie en France pour partir en Australie. Mais entre galère et petit boulot, son atterrissage est loin d'être idyllique. Et lorsqu'elle décroche enfin un job de femme de ménage, c'est pour se retrouver nez à nez avec un cadavre. Déterminée à découvrir la vérité pour blanchir sa collègue, Rose se lance dans une enquête pleine de surprises où elle devra déjouer les pièges d'une intrigue aussi complexe que rocambolesque. Plongée dans un cozy crime ensoleillé et savourer une intrigue pleine d'humour et de rebondissements. Alors, mon avis. En manque de Cozy Mystery, j'ai eu un vrai plaisir à découvrir la série du Emerald Club. On y suit Rose, une jeune femme sourde qui a tout quitté pour s'installer en Australie, mais sa nouvelle vie est loin d'être paisible. Tout bascule lorsqu'elle découvre le corps sans vie de l'une de ses employeuses. L'intrigue est bien ficelée, et les personnages, chacun avec leur zone d'ombre et leur mobile possible, nous égarent volontairement dans un jeu de fausses pistes. On se prend alors au jeu, menant l'enquête aux côtés de Rose avec ce petit frisson coupable propre au bon Cozy Mystery. Si vous cherchez une nouvelle série du genre du Cozy Mystery, avec une héroïne attachante, un club d'amateurs qui réussit à déjouer les plans les plus machiavéliques, ce premier tome devrait vous séduire. Ma 5e lecture, c'est Paix à mon âme de Sweeney Beau, publié chez Hachette Romans Graphiques. C'est donc, comme son nom l'indique, un roman graphique, dans le genre fantastique, qui se déroule à l'Académie de sorcellerie de Unwitty. J'espère que je le prononce bien. Les personnages principaux sont notamment Abigail, Goldie, Enver, Violette, Norine. En résumé, la vie d'Abigail à l'Académie de sorcellerie de Unwitty bascule le jour où, en plein préparatif des célébrations du Samhain, Norine, sa sœur de cœur, se volatilise mystérieusement. Les autres élèves ne se soucient guère de cette disparition. Le cénacle des sorcières s'en occupe, répète-t-il. Refusant d'abandonner Norine, Abigail décide de mener sa propre enquête qui la pousse à exhumer les lourds secrets de l'école et à pénétrer dans la forêt interdite. Entre l'ambiance automnale, magnifiquement mise en valeur par les couleurs et une intrigue de disparition dans une académie de sorcellerie, je ne pouvais qu'être happée par cette histoire. Et ce fut effectivement une lecture des plus agréables. Les illustrations, riches et immersives, nous plongent immédiatement dans l'univers et nous font vibrer aux côtés d'une héroïne déterminée, prête à risquer sa vie pour retrouver son amie Norine. Ajoutez à cela une ancienne disparition qui semble lier une forêt inquiétante et pleine de dangers, et vous obtenez la recette parfaite pour glisser en douceur de l'été vers l'automne, exactement comme je les aime. Si vous aimez les ambiances mystérieuses, les amitiés fortes et que le format roman graphique ne vous intimide pas, alors foncez. Paix à mon âme a tout pour vous séduire. Ma 6e lecture, c'était Amelia Woods
tome 1, Le manoir de Lady M, de Carole Breteau et Morgane Lafille, aux éditions Glénat, Vent d'Ouest. C'est donc une BD du genre fantastique qui se déroule à St. Michael's Bay et le manoir M. Les personnages principaux sont Amelia Woods, Lady M, Lord Charles, etc. En résumé du tome 1. Angleterre, à l'aube du XXe siècle. Amelia Woods, jeune scientifique, est venue étudier les oiseaux au cœur d'une baie isolée loin de Londres. Depuis le décès de sa mère, elle est assaillie par des émotions incontrôlables. Il lui est impossible de toucher autrui sans être envahie par des visions déstabilisantes concernant leur avenir. Le manoir de Lady M semblait pourtant l'endroit idéal pour retrouver la sérénité. Mais le lieu et ses occupants se révèlent étranges et emplis de mystères. Au fil des nuits, Amelia va partir sur les traces de son passé et découvrir que son histoire familiale est émaillée de secrets intimement liés à la magie, bouleversant ainsi toutes ses certitudes. Alors, mon avis. Un vieux manoir au bord de la mer, une petite chèvre attachante, un mystère et une ambiance étrange, tout était réuni pour me plaire. Les dessins, avec leurs couleurs évocatrices, créent une atmosphère immersive qui nous entraîne immédiatement dans l'intrigue. Les événements étranges se succèdent et donnent envie de tourner les pages pour découvrir ce qui se cache derrière ces mystères. N'étant pas une grande lectrice de BD, j'aurais peut-être apprécié un peu plus de contexte, comme on peut en trouver dans les romans. Mais c'est aussi la force de ce format. Savoir raconter une histoire et transmettre des émotions avec peu de mots et des images fortes. Et sur ce point, Amelia Woods remplit très bien son rôle. Une lecture idéale pour accompagner la transition vers l'automne, mystérieuse, intrigante et en plusieurs tomes, de quoi prolonger le plaisir de lecture. Ma 7e lecture, c'est Des cendres sur tes mains de Nora Leigh, publié aux éditions Hurlevent, que j'ai d'ailleurs interviewé en début d'année, je crois, si vous voulez retrouver et découvrir son univers. Vous pouvez aller fouiller dans les épisodes précédents si vous n'avez toujours pas écouté. Donc, Descendre sur tes mains, c'est un roman que je qualifierais de fantastique gothique qui se déroule en Angleterre avec comme personnages principaux Alice et Monsieur Édouard. En résumé, Angleterre, fin 19e, une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur, un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt, des amours scandaleuses, des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes, une partie d'échecs qui s'éternise. Au-delà des apparences, la danse peut s'avérer macabre. Alors disons-le d'emblée, ma lecture des cendres sur tes mains fut plutôt mitigée. Quand on met de côté les scènes de smut qui m'ont dérangé, l'ambiance gothique est sans doute le plus grand triomphe du roman. Nora Leigh a cette plume poétique et immersive qui sait faire vibrer les pierres d'un manoir, les statues d'un cimetière ou les ombres d'une bibliothèque. Tout y est décrit avec une intensité qui frôle l'indicible. Et l'on partage avec l'héroïne ce mélange d'inquiétude et d'émerveillement devant ce qui ne se dit pas, ne se voit pas, mais se devine. Ce roman, que l'on pourrait rattacher au genre de la dark romance, m'a semblé davantage sombre que véritablement romantique. Il évoque moins la passion idéalisée d'un romantisme fin de siècle, empreint d'extase morbide, de mélancolie et de spleen, où l'ombre l'emporte toujours sur la lumière. On eut ici une jeune fille recluse, enfermée dans l'univers étroit que constitue son tuteur, ses livres, son manoir et ses domestiques. Ce cadre n'est pas sans rappeler le destin de tant de jeunes femmes nobles ou bourgeoises promises à une vie étouffante, où l'on n'attendait d'elles que mariage et maternité, et à qui l'on refusait tout échapper. La relation centrale entre cette héroïne candide et un homme plus âgé, qui exerce sur elle un pouvoir autant psychologique que social, m'a laissé un sentiment mitigé. L'atmosphère de malaise est volontairement bien installée, mais elle tend à éclipser toute idée d'un véritable conte. Ce n'est pas une histoire merveilleuse, mais une plongée dans une noirceur dérangeante. Difficile alors de parler de romance sans évoquer la dimension malsaine de cet attachement. Pourtant, le mystère a su me retenir jusqu'au bout, notamment grâce au chapitre appelé « Fragments » où s'élève une seconde voie narrative. En suivant en parallèle le destin d'une autre jeune fille piégée dans une relation similaire, le roman élargit son propos. Celui de la naïveté des jeunes femmes prisonnières de leur éducation et de leur statut, vulnérables face à la perversité d'hommes qui leur faisaient croire qu'il n'y avait rien d'autre à désirer que ce qu'ils offraient. En définitive, Descendre sur tes mains m'a séduite par son atmosphère gothique et son mystère, mais m'a dérangée par la dynamique centrale de sa
romance, que je mets entre guillemets, sombre, et ses scènes de smut. Mais si vous aimez les univers gothiques, les ambiances ténébreuses et que les scènes de smut ne vous rebutent pas, ce roman pourrait bien vous captiver. Ma 8e lecture, c'est la première partie de la BD Le Manoir, Liam et la carte d'éternité de Stéphane Melchior et Raphaël Beuchot, d'après le roman d'Evelyne Brizou-Pelen, aux éditions Bayard dans la collection Bande d'Ados. C'est une BD du genre fantastique qui se déroule, comme son nom l'indique, dans le manoir, avec comme personnages principaux notamment Liam, Dr Roy, Raoul, Léonidas et bien d'autres. En résumé, après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire, s'enfuir. Alors, mon avis. Ce mois-ci, je poursuis mes découvertes avec une 3e BD, un format qui me change vraiment de mes lectures habituelles. Cette fois, il s'agit de l'adaptation du roman d'Evelyne Brizou-Pelen, Le Manoir, un titre que j'avais souvent croisé en librairie sans jamais oser me lancer. Alors quand j'ai vu qu'il existait une version BD, je me suis dit, pourquoi pas ? Une belle occasion de plonger dans cet univers. Verdict ? J'ai beaucoup apprécié. L'ambiance oscille entre l'angoissant et le merveilleux, reflétant parfaitement les émotions de Liam, le personnage principal. On le voit évoluer dans ce lieu mystérieux qu'il peine à comprendre, et cette incompréhension, mêlée à sa sensibilité, façonne toute l'atmosphère. Comme lui, on est happé par les mystères du manoir et l'on partage son envie de savoir ce qui se cache derrière chaque ombre. C'est une lecture immersive et prenante, idéale pour prolonger la vibe un peu creepy qui accompagne l'arrivée d'octobre. Si vous aimez être délicatement bousculé par une intrigue pleine de mystères et d'émotions, cette BD pourrait bien vous plaire. Ma 9e lecture fut le tome 1 de la série Belladonna d'Adalyn Grace aux éditions de Saxus, qui est une romantaisie gothique qui se déroule à Épineuse et qui a comme personnages principaux Signa, Percy, Bliss, Silas, l'ange de la mort et bien d'autres. En résumé, on dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante, plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Alors pour mon avis, ce fut une lecture intéressante, même si j'en entendais peut-être un peu trop. J'ai beaucoup apprécié l'enquête, teintée de fantastique, portée par cette idée séduisante d'une jeune femme confrontée à l'ange de la mort. L'ambiance de vieux manoir, peuplée d'esprits et de mystères, regroupe tout ce que j'aime lire. Pourtant, il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce roman soit un véritable coup de cœur. L'intrigue en revanche est solidement construite. L'autrice sait nous égarer et nous faire douter de l'identité du véritable coupable qui menace la famille Hawthorne. On ne s'attend pas à toutes les révélations qu'elle a préparées et les découvrir est un vrai plaisir de lecteur. Quant à l'héroïne, Signa, elle est très intéressante à suivre. Si au départ elle semble prisonnière de préjugés et d'idées arrêtées sur ce que doit être une lady, son destin prend une tournure captivante lorsqu'elle rencontre les Hawthorne. Elle comprend alors davantage ce qui l'attend en tant qu'héritière, mais aussi ce que représente vraiment cette figure de la mort qu'elle a longtemps haïe pour lui avoir arraché tant d'êtres chers.
Au contact de ses cousins et de ce faucheur d'âme plus complexe qu'il n'y paraît, Signia change de regard et choisit d'assumer sa vie avec plus de profondeur et de maturité. Son évolution est vraiment réussie et c'est un point essentiel qui rend la lecture d'autant plus agréable. En somme, si vous aimez les atmosphères sombres, les enquêtes mystérieuses et les personnages qui évoluent au fil du récit, Belladonna a toutes les chances de vous séduire. Ma 10e lecture fut Le secret du Beltane de Belle Lomi, publié chez Conséquence Éditions. Vous pouvez d'ailleurs également écouter l'interview de Belle Lomi sur le début du mois de septembre. Si vous cherchez dans le podcast, vous tapez Belle Lomi et vous aurez son interview si vous voulez découvrir un peu plus de son univers. Le secret du Beltane est un roman de fantasy qui se déroule, comme son nom l'indique, sur le Beltane. Et les personnages principaux sont Orlan, Antibes, Vika, entre autres. En résumé, et si le bateau censé vous sauver s'avérait être un tombeau ? L'humanité n'est plus. La Terre est presque entièrement submergée par les eaux et les mages sont à blâmer. Les rares survivants ont embarqué sur des bateaux cités qui voguent désormais en quête d'un endroit où s'établir. Enfin, qui voguait ? Un seul navire demeure, le Beltane. À bord, Orléane, une mage clandestine, ne croit plus en rien. Traquée et en proie à son addiction, elle est vouée à une vie invisible et cruelle jusqu'à ce qu'une corsaire la démasque et lui pose une question alarmante. Après 10 ans à parcourir le globe, comment se fait-il que le Beltane n'est toujours pas accosté sur la terre promise ? Si elle veut sauver sa peau, Orlan doit mettre ses réticences de côté et servir les intérêts de cette femme sibylline, appartenant à l'élite violente du bateau, à la recherche de leurs pires secrets. Si vous n'avez donc, comme je le disais, pas encore écouté mon interview de l'autrice illustratrice Belle Lomi, je vous invite à le faire après cet épisode. Vous y découvrirez une artiste passionnante et inspirante. Mais revenons à son roman de fantaisie. Orlan vit depuis son enfance à bord du Beltane, un navire qui abrite les derniers survivants de l'effondrement. Comme le résumé vous l'indique. Depuis des années, il sillonne une planète recouverte par les océans dans l'espoir de trouver une terre ferme où s'installer. Mais cette quête semble sans fin. Dans un monde où la magie est proscrite, Orléane dissimule un don que son père a toujours caché aux autorités du Beltane afin de la protéger. Mais à sa mort, tout bascule. Perdue, elle voit son univers s'écrouler, définitivement, lorsque son amie Helena est exécutée. Fragilisée mais résolue à survivre, Orléane trouve un précieux soutien auprès de son amie fidèle, Antibes. Alors que tout semble perdu, sa rencontre avec Vika, une corsaire séduisante et énigmatique, change le cours de sa vie. Vika découvre son secret et lui propose une alliance inattendue. Ensemble, elles cherchent à comprendre pourquoi le capitaine du Beltane a cessé de suivre une route précise et se lance dans une quête périlleuse qui ramènera Orléane sur les traces de son passé. Peu à peu, entre révélation et découverte, l'amour et l'amitié deviennent des forces essentielles pour affronter les mystères du voyage. Les secrets enfouis et les dangers et les dangers qui les attendent. Avec le secret du Beltane, Belle Lomi nous entraîne dans une aventure haletante où l'on tourne les pages sans voir le temps passer. Si vous aimez les récits remplis de mystères, de magie interdite, de personnages attachants et de quêtes captivantes, alors embarquez sans hésiter, ce roman est fait pour vous. Ma 11e lecture. Oui, on se rapproche un petit peu de la fin. L'éclat et la nuit de Lysandre Azaello a donc été ma 11e lecture. C'est un livre qui a été publié chez Hachette Roman et je remercie Babelio et Hachette Roman pour leur confiance et de m'avoir permis de découvrir ce roman grâce à la masse critique organisée par Babelio. C'est un roman de genre fantastique, fantasy. Je ne sais pas trop comment situer, mais je pense que c'est plus de la fantasy. Les personnages principaux sont Cèdre, Sambre, notamment, entre autres, mais bien d'autres. En résumé, descendante illégitime des événementiels, Cèdre est la dernière à porter la magie de 3 étoiles et à pouvoir, grâce à elle, voir l'avenir. Forcée de vivre dans l'ombre, elle rêve pourtant de restaurer sa lignée et de devenir la sauveuse de l'empire vacillant. Afin d'obtenir la reconnaissance et la puissance qu'elle convoite, Cèdre s'introduit dans le palais en se faisant passer pour une divinatrice et s'approche de l'empereur Artéus.
Lui seul peut réveiller pleinement son don grâce au rituel des porte-étoiles. Mais elle n'est pas la seule à cacher son identité. Le véritable empereur est mort. Et avec lui, la magie dont Cèdre a besoin. Un jeu de dupes commence alors entre les deux imposteurs, chacun tentant de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'il désire le plus, le pouvoir. Alors, mon avis. Avec ce roman, je me suis plongée dans un univers riche et prometteur, au cœur d'un empire noyé sous les complots, les secrets et les manigances. J'avoue avoir eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire au début, tant elle se révèle complexe, mais une fois bien immergée, je n'ai pas regretté. Chaque chapitre apporte son lot de révélations et de moments clés qui font avancer l'intrigue avec justesse. En revanche, j'ai eu du mal à m'attacher à l'héroïne principale. Elle m'a semblé de prime abord égoïste et farouchement déterminée. Pourtant, au fil du récit, son plan, minutieusement élaboré depuis des années, se fissure peu à peu. Et c'est justement là que l'autrice excelle. Elle montre avec brio que rien n'est jamais figé, que les projets les plus solides peuvent vaciller face aux péripéties et aux imprévus. Si vous cherchez une histoire portée par une héroïne convaincue de réussir, mais confrontée sans cesse à des embûches avec une intrigue rythmée qui donne envie de tourner les pages et de savoir si elle va réussir ou pas, avec un world building qui laisse entrevoir un univers d'une grande richesse, alors ce roman devrait vous plaire. Ma 12e lecture. On avance. Le tome 1 de la série Les Sœurs Grémillet, Le rêve de Sarah, de Giovanni Di Gregorio au scénario et Alessandro Barbucci au dessin et à la couleur aux éditions Dupuis. C'est donc une BD jeunesse avec comme personnages principaux 3 sœurs, Sarah, Cassiopée et Lucille. En résumé, être sœur, ce n'est jamais facile. Mais quand on est aussi différente que Sarah, Cassiopée et Lucille, c'est la folie. L'une est bouleversée par des rêves récurrents, l'autre vit la tête dans les étoiles, la troisième passe le plus clair de son temps avec son chat. Jusqu'au jour où elle tombe sur une mystérieuse photo de leur maman enceinte. Qui est le bébé ? Et pourquoi cette photo était-elle cachée au fond du grenier ? Pour le découvrir, il faudra s'aventurer dans la forêt enchevêtrée des secrets de la famille Grémillet. Alors, mon avis. J'ai trouvé cette histoire vraiment charmante. Les couleurs et les dessins m'ont immédiatement plongé dans un univers à la fois poétique et chaleureux. Suivre ces 3 sœurs si différentes les unes des autres dans leur enquête m'a offert une lecture à la fois cosy et réconfortante. Leur quête entre passé de leur mère et clé des rêves de Sarah apporte une touche de mystère que j'adore. Tout est réuni pour captiver. Une intrigue bien menée, des héroïnes attachantes et des émotions sincères. Chacune des sœurs a une personnalité unique, ce qui permet à chaque lecteur de s'identifier à l'une d'elles. Mais ce qui les relie avant tout, c'est l'amour pour leur mère et la force des liens familiaux. L'album nous rappelle joliment que malgré les différences et les épreuves, l'unité et l'amour permettent de tout surmonter. Alors si vous aimez les ambiances enveloppantes, les émotions sublimées par la couleur, les beaux messages d'amour et les histoires teintées de mystère, cette BD saura sans doute vous toucher autant que moi. Ma 13e lecture. Allez, courage, j'ai bientôt fini. Le tome 2 de la série Le Grimoire d'Elphie, Le Dit des Cigales de Christophe Arleston, Audrey Alouette au scénario, Minnie Ludwig au dessin et Hélène Lenoble aux couleurs aux éditions Draco. C'est une BD jeunesse qui se déroule pour ce tome-là à Gonerbe. Les personnages principaux sont également 3 sœurs, Elphie, Louette et Magda. En résumé, ça ne vous spoilera pas du tome 1, donc ne vous inquiétez pas. Elphie et ses 2 sœurs, Louette et Magda, arrivent avec leur bus librairie à Gonerbe, un village de Provence écrasé par le soleil. Elles y rendent visite à Alistair Kinloch, un écrivain autrefois ami de leur mère. Mais Alistair ne parvient plus à écrire. Sa machine à écrire a été volée et son inspiration avec. Dans cette bourgade où ne manquent pas les fortes personnalités, Elphie enquête. Qui en veut à Alistair et pourquoi ? Grâce à son grimoire qu'elle recharge d'histoire, Elphie va pouvoir compter sur l'aide de la magie. Une aventure touchante qui plonge 3 sœurs dans le souvenir de leur mère, Mélusine. Alors, mon avis.
Comme lors de ma découverte du tome 1, je me suis régalée avec ce deuxième volet du grimoire d'Elphie. On retrouve avec plaisir les 3 sœurs à bord de leur bus anglais transformé en librairie ambulante, cette fois en Provence, au cœur de ses légendes et de ses mystères. De nouveaux personnages hauts en couleur viennent enrichir l'histoire, l'aventure, un auteur prolifique hanté par la perte d'un cadeau offert autrefois par Mélusine, la mère des filles, une propriétaire au caractère bien trempé, un écrivain à l'accent chantant du pays ou encore un fan un brin trop passionné de son idole littéraire. Ce tome dévoile également de jolis fragments de l'histoire de Mélusine qui permettent de mieux comprendre ce qui la rendait si attachante et presque magique aux yeux de ses filles et de ses proches. Encore une fois, la lecture se révèle cosy et pleine de douceur. Je crois que ce mois de septembre a été rempli de lectures cosy. Donc, une lecture cosy et pleine de douceur, avec des messages de bienveillance, de solidarité et une Elphie toujours aussi déterminée à lever le voile sur ce qui lui échappe. Si vous aimez les histoires empreintes de tendresse, de mystère et d'un soupçon de magie, ce tome ne pourra que vous charmer. La 14e lecture, c'est le tome 1 de la série Les enquêtes d'Enola Holmes, la double disparition de Serena Blanco pour la BD et d'après le roman de Nancy Springer. La BD a été publiée aux éditions Jungle. C'est donc une BD jeunesse qui se déroule à Londres et dans sa campagne anglaise. Les personnages principaux sont Enola Holmes, Sherlock et Mycroft, ses grands frères. En résumé, quand Enola Holmes, sœur cadette du célèbre détective Sherlock Holmes, découvre que sa mère a disparu, elle pressent qu'elle seule pourra la retrouver. Ingénieuse et rusée, elle fuit le manoir familial alors que ses 2 frères décident de l'envoyer en pension. Elle se met en tête de vouloir retrouver des personnes disparues tout en continuant de suivre la piste de sa mère. Ces enquêtes l'amèneront à se retrouver régulièrement en danger dans les bas-fonds de la capitale londonienne. Enola parviendra-t-elle à s'en sortir et à élucider la disparition de sa mère tout en échappant à ses 2 frères ? Alors, mon avis. Après avoir découvert la série sur Netflix, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter la BD ? Et quelle belle surprise! Les dessins sont superbes, riches en détails et les couleurs éclatantes donnent immédiatement vie à l'histoire. On y suit Enola Holmes, une jeune fille de la fin du 19e siècle qui vit un peu en marge de la société bien pensante de son époque. Son quotidien bascule lorsque sa mère disparaît. Inquiète, elle sollicite l'aide de ses frères, parmi lesquels le célèbre Sherlock, mais ceux-ci, fâchés avec leur mère depuis longtemps, préfèrent décider de son avenir en suivant les règles strictes de la bonne société anglaise. Refusant ce destin imposé, Enola choisit de partir seule à la recherche de sa mère. Guidée par les énigmes que cette dernière lui a laissées, elle mène sa propre enquête, démontrant intelligence, courage et indépendance. Loin de se plier aux conventions qui veulent qu'une lady reste à sa place, Enola affirme sa liberté et sa modernité avec une détermination inspirante. Si vous aimez toujours encore les héroïnes attachantes, brillantes et décidées à vivre selon leurs propres choix, cette bande dessinée devrait pouvoir vous captiver. Lancez-vous dans l'aventure aux côtés d'Enola Holmes. Et n'oubliez pas la série sur Netflix qui était vraiment très très sympa avec Millie Bobby Brown dans le rôle principal. Donc nous arrivons à notre 15e lecture. Le tome 1 de la série Uki de Myriam Bonastrettur, je pense que ça doit se prononcer comme ça vu qu'elle est d'origine espagnole, aux éditions Dupuis. C'est un webtoon jeunesse. Quand je vous dis que ce mois-ci, j'éclate les lectures visuelles, c'est le cas de le dire. Alors, nous avons plusieurs personnages principaux. Dany, Dorian, Nico, Princesse Monica, Marc, Maître Pendragon. L'histoire se déroule dans un monde où on ne sait pas trop si c'est de la fantaisie ou si c'est le monde contemporain et ça brouille un peu les frontières et c'est hyper sympa. En résumé, quand Dany et Dorian, jumeaux et descendants de la prestigieuse lignée des sorciers Witt, ratent le bus pour l'école de magie, ils se lancent sans le savoir dans une aventure rocambolesque. Ils vont y retrouver des gens bien particuliers, Nico, un gamin des rues espiègles, Monica, une princesse romantique mais un peu ringarde, Marc, un jeune homme ténébreux et réservé, Maître Pendragon, un mentor distrait, avec qui les bêtises et les gaffes vont s'enchaîner, car apprendre la magie n'est pas donné à tout le monde.
Alors, pour mon avis, c'était à la fois une lecture et une découverte du monde des webtoons. C'est mon premier webtoon. Et je dois dire que l'expérience fut très intéressante. L'histoire est découpée en plusieurs chapitres, chacun correspondant presque à une péripétie différente. À la fin d'ailleurs de ce tome 1, il y a une sorte de petite interview qui a été menée auprès de l'autrice et qui explique que justement, en tant que webtoon, elle publiait en série sur la plateforme et que c'est pour ça qu'on a des chapitres dans ce livre qui racontent chacun plus ou moins, alors il y a toujours un fil conducteur, mais qui raconte plus ou moins une péripétie différente à chaque chapitre. On y suit 4 personnages principaux qui, au fil de leurs différentes aventures, apprennent ensemble à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. L'intrigue riche en rebondissements les met souvent à rude épreuve. Leur amitié, leur courage et leur apprentissage sont constamment testés. Chacun évolue au contact des autres, grandit et s'ouvre davantage au monde qui l'entoure. Un monde qui, loin d'être toujours joyeux, cache aussi des dangers qui les suivent de près. C'est une lecture à la fois cosy et pleine d'action où l'on ne s'ennuie pas une seconde. Si vous aimez les BD qui mélangent aventure, émotion et légèreté tout en abordant des sujets particuliers, Ookie devrait forcément vous plaire. Et on arrive à ma 16e lecture en cours et non terminée, puisque je l'ai commencé en fin de semaine dernière, donc nous étions autour du 26 septembre et je n'ai à ce jour toujours pas fini l'histoire. C'est quand même un gros bébé, mais j'avance bien. Donc ce livre, c'est Jusqu'au plus profond des astres d'Edith Weiss, publié chez Gulfstream Éditeur et reçu en service presse par l'intermédiaire de NetGalley. C'est donc une lecture qui est en cours mais pas finie et le livre doit sortir, si je ne dis pas de bêtises, le 6 novembre. Je l'ai d'ailleurs précommandé parce qu'il y a une très très belle version collector avec jaspage, hardback, etc. qui nous attend. Donc je me suis dit, vu que l'histoire commence plutôt pas mal, que ce serait plutôt bien de l'avoir dans ma bibliothèque. Et oui, encore un livre de plus. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Quand on aime, on ne compte pas. Donc, si je reprends, donc Jusqu'au plus profond des astres, c'est une fantaisie qui se déroule en Angleterre, si mes souvenirs sont bons, ou en tout cas dans un monde qui pourrait faire penser à des grandes villes universitaires anglaises. Et on y retrouve Linus Hurtgreaves, Lucia Destrellas, Diana McBrown, Santino Rossini. Et en résumé, nous avons un jeune et brillant astronomiste s'associe à une mystérieuse journaliste pour lever le voile sur la disparition de son amour perdu. Un texte à l'atmosphère saisissante qui interroge sur la perte, la mémoire et la quête de soi. Linus Hurtgreaves, astronomiste à l'esprit constellé d'angoisse, est plongé dans un deuil insondable depuis que sa fiancée, Lucia Destrellas, archéologiste à l'Académie de Scientesi de Lockford, donc ça se déroule à Lockford, a disparu lors d'une expédition. Cloîtré dans son manoir, il cherche désespérément dans les étoiles un moyen de la retrouver. Sa solitude est troublée par l'arrivée de l'impertinente Diana McBrown, explore Alice en quête de rédemption, chargée d'écrire à son sujet. Très vite, celle-ci est tapée par les mystères qui hantent les lieux. Lettres tardives, apparitions fantomatiques, elle est bientôt rejointe par Santino Rossini, ami précieux du couple d'académiciens qui s'était éloigné et qui revient dès lors graviter autour de Linus. Ou Linus. Moi, j'ai bien envie de dire Linus. Ces 3 astres réunis vont tenter de préserver les fragments d'une vie brisée où se mêlent amour, élitisme intellectuel et résistance féminine. Mais dans un ciel où veillent les déesses de la création et de la dissolution, le temps est compté car une ombre rôde menaçant d'engloutir tout ce qu'il reste de lumière. Alors, mon avis va être très très court pour le moment, puisque comme je vous l'ai dit, je suis encore en train de le lire, je suis vraiment en cours de lecture, je découvre au fur et à mesure, j'en suis je crois à 23-24% du livre, qui fait entre 600 et 700 pages je crois.
Je ne peux donc pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais retrouver la plume d'Edgy Twice est déjà un vrai plaisir et l'histoire s'annonce des plus prometteuses. Restez connectés, je vous en reparlerai plus en détail dans l'épisode du mois d'octobre. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast, la chronique d'écriture. Eh bien, on continue sur une belle lancée de procrastination. Ouais. La reprise de l'écriture de mon roman de fantasy est terriblement lente, je dois bien l'avouer. Depuis la rentrée, j'ai réussi à écrire au moins une fois par semaine. Mais ce n'est clairement pas suffisant. Il va vraiment falloir que je m'organise pour m'y remettre à fond. Pour autant, je n'ai pas chômé. Depuis le début de l'année, je travaille sur une nouvelle fantastico-horrifique et croyez-moi, elle m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'avais une première version que mes bêta-lecteurs n'ont pas totalement validée. Ils m'ont proposé des pistes d'amélioration, alors j'ai tout réécrit. Mais cette nouvelle version n'a pas davantage convaincu. Ouais. J'ai donc dû reprendre un peu de temps pour comparer leurs retours, en tirer le meilleur, tout en préservant mon intention d'auteur. Après plusieurs ajustements, j'ai soumis les deux versions à ma collègue Amélia Feza, oui, du Book Club, tout à fait. Je lui ai demandé en tant que professionnelle de m'aider à comparer les textes, à identifier leurs forces et faiblesses, mais surtout à voir lequel servait le mieux mon projet littéraire. Amélia a fait un travail de titan et grâce à elle, j'ai pu aboutir à une 7e version. Ouais, bien plus complète, bien plus judicieuse, on va dire. Autant dire que oui, j'ai écrit. Pas tous les jours, certes, mais chaque semaine, malgré tout. Et puis concernant mon roman de fantasy, Les Ombres de la Vengeance, je n'ai pas tant ralenti que ça. Si je fais le bilan du dernier semestre 2025, j'ai quand même écrit. Alors, je parle du dernier semestre, on est au début, mais bon, bref, on est au milieu peut-être. Mais bon, si je fais le bilan, j'ai quand même écrit 66 164 mots, répartis sur 3 points de vue différents. 45 pages à 4 pour Naëlie, 6 pour Nate et 105 pour Théo. Au total, ça fait quand même 156 pages à 4 que j'ai écrit et je n'en suis qu'aux prémices de l'intrigue. Je n'ose imaginer la taille finale de ce roman. Peut-être que c'est justement cette ampleur qui me freine, ou bien est-ce encore une question de structure, de profondeur à enrichir. Bref, le travail continue. Le challenge d'écriture du mois de juillet, dont je vous ai beaucoup parlé, m'avait pourtant bien aidé à avancer et à débloquer ma plume, mais on est encore loin du résultat final. Alors pour retrouver le rythme et surtout le maintenir, je me lance dans un nouveau défi. Et oui, encore un. Il s'agit cette fois du Spooky Writing Challenge organisé par l'agence de la plumerie. Oui, toujours. Je vous en ai déjà beaucoup parlé et si vous voulez suivre leur actu, allez jeter un œil à leur Instagram sur la plumerie. Le 1er octobre 2025, le challenge commence. Pendant 23 jours, Maria Flory et Andy Wu proposeront 23 défis et 23 outils d'écriture pour exercer notre plume, sortir de nos zones de confort et nous préparer au fameux NaNoWriMo de novembre, où il faut écrire 50 000 mots. Marie a même mis en place un système de gamification avec à la clé des cadeaux à gagner. En participant, on rejoint aussi la communauté Discord de la plumerie, une véritable safe place pour échanger sur nos histoires, partager nos ressources et s'entraider. Alors oui, ce challenge risque encore de me détourner un peu de mon roman de fantasy, mais peut-être qu'il m'ouvrira de nouveaux horizons, me donnera des idées, et qui sait, mon roman sera peut-être terminé avant la fin de l'année. Bon, d'accord. Je me cherche sûrement de bonnes excuses, mais promis, j'écris. Et après tout, c'est bien ça l'essentiel. Alors rendez-vous en novembre pour un petit bilan de ce nouveau challenge. Passons maintenant à la 3e partie du podcast, la chronique, mais pas que. Ce mois-ci, j'avais envie de vous partager ma façon de lister mes lectures. Cela me permet de ne rien oublier, de faire un bilan en fin d'année et de garder une trace de mes coups de cœur. Il existe plusieurs manières de s'organiser. Les carnets de lecture, pour ceux qui restent fidèles au papier, et les applications ou sites web pour les amateurs de nouvelles technologies. Je ne vais pas tous vous les présenter ici, mais vous retrouverez ceux qui reviennent le plus souvent, ainsi que mon préféré.
de mon côté, l'appli que j'utilise est celle de Babelio et depuis janvier 2024, j'ai un reading journal que je remplis tous les mois et que je décore à l'envie. J'ai déjà acheté les 2 carnets dont je vais vous parler car pour 2026, je voulais faire aussi autrement. Et si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les partager avec nous. Alors c'est parti, venez découvrir avec moi comment avoir toujours sous la main le récap de vos lectures. On va commencer par les carnets de lecture. Je vais vous parler de 2 carnets de lecture. Les 2 sont publiés chez Marabout et les 2 sont à l'origine de 2 booktubeuses que j'adore suivre sur YouTube. Nous avons mon carnet de lecture de Audrey Tribou que vous pouvez retrouver sur le Souffle des mots sur Instagram et sur YouTube. C'est un joli carnet qui est une vraie pépite pour organiser ses lectures. On y retrouve notamment une bibliothèque à colorier selon nos lectures, une wishlist, des récaps pour les livres prêtés, empruntés, des pages pour noter les livres qu'on a envie d'offrir ou les challenges auxquels on va participer, comme par exemple le Pumpkin Autumn Challenge qui a lieu en ce moment. Et tant d'autres, il y a le Tarot Book Challenge de la Livromancienne par exemple, et il y a aussi celui de la magie, Magicorium, le challenge du Magicorium de Emilia, la bibliothèque d'Emilia. Bon bref voilà, si vous participez à un challenge, ça peut être sympa aussi de noter la liste des challenges qui existent et auxquels vous voudriez participer. Il y a aussi des doubles pages dédiées pour vos propres challenges par exemple. C'est parfait pour mon futur Holy Book Challenge, Holy Book Day Challenge, vous savez, mon challenge que je me propose de faire pendant mes vacances, qui est un petit mois petite lecture qui reprend d'ailleurs un autre challenge de Le Souffle des mots qui se déroule en février, qui est un petit mois petite lecture. Bref, passons. Il y a aussi des trackers mensuels, donc vous pouvez colorier un livre quand vous l'avez lu, vos lectures quotidiennes, vos temps de lecture, le nombre de livres que vous lisez par mois, ou bien aussi faire un graphique avec le nombre de pages lues. Il y a également des trackers par catégorie de lecture, des récaps de séries en cours ou à venir, ce qui est très pratique pour ne rien oublier. Il y a des espaces pour vos coups de cœur du mois, un récap de vos meilleures lectures de l'année, l'élection de votre coup de cœur ultime, par exemple, et tout un tas d'autres choses que vous pouvez retrouver qui peut éventuellement vous plaire, et tout ça pour moins d'une dizaine d'euros. C'est une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. Le deuxième carnet, c'est mon carnet de lecture Polar de Magdalena Ovinet, l'animatrice du booktube Triple L de Mag. Vous retrouverez dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, toutes les références dans la barre d'outils. Alors, ce carnet, lui, est spécialement pensé pour les amateurs de polar, où l'on retrouve plein d'outils pratiques spécial polar. Donc, de façon générale, il y a toujours le tracker à colorier. Il y a quand même un rappel des sous-genres du polar, ce qui peut être pas mal pour savoir où vous pouvez classer vos livres. Des wishlists pour noter vos envies de lecture. Pareil, un récap de livres prêtés, empruntés ou à offrir. Un suivi du budget de lecture. Une carte du monde à colorier selon l'origine des auteurs ou les lieux des intrigues. Un récap des challenges en cours. Un tracker mensuel, pareil, pour suivre vos lectures quotidiennes, le nombre de pages lues par mois ou encore le nombre total de pages lues. Il y a aussi un petit récap pour noter ses enquêteurs préférés et les meilleurs retournements de situation. Un tracker de série, ce qui est très essentiel parce que dans les thrillers polars, je voulais dire un thriller polar. Bref, entre les thrillers, les polars et les cozy mystery, il y a beaucoup de tomes parfois, surtout dans les cozy mystery, vous pouvez vous retrouver avec des trentaines de tomes comme dans Agatha Raisin. Notamment. Et donc là, un tracker de série, c'est parfait pour pouvoir ne rien oublier. Vous avez également un espace dédié pour vos coups de cœur, votre top de l'année, un récap des salons littéraires qui vous tenterait et une partie, pareil, oui, ce que j'ai oublié de vous le dire dans le carnet d'Audrey, il y a aussi donc, une fois que vous avez passé tous ces petits récaps, vous avez forcément le contenu entier du carnet qui est une page, une chronique.
Vous y mettez la photo de votre livre, vous y mettez la date de vos lectures, son titre, son auteur, et vous faites votre petite chronique pour ne rien oublier de vos lectures. Et vous pouvez aussi noter vos citations préférées. De mon côté, en ce qui me concerne, sur 2024 et 2025, j'ai tenu mon reading journal façon scrapbooking. Je crois que je vous en ai déjà parlé un petit peu et j'ai choisi de tenir un carnet de lecture personnalisé dans lequel je pouvais noter tous mes romans lus tout en le décorant avec des stickers, des papiers de différentes textures, du masking tape, etc., etc. Je vous laisse imaginer. Et je l'ai structuré en plusieurs parties. Une page de garde pour chaque mois, décorée selon une ambiance ou un thème qui me correspond. Par exemple, octobre, Halloween, on s'en doute. Décembre, Noël, par exemple. Une page récap avec la liste des livres lus sur le mois. Une page dédiée aux livres du mois de ma cube afin de suivre toutes les cubes que je reçois et ne rien oublier et savoir aussi si je les ai lus ou pas lus. Une page pour mon coup de cœur du mois et en fin d'année, une double page spéciale pour rassembler mes coups de cœur mensuels et élire le coup de cœur de l'année. Il y a également un tracker de lecture. C'est une page que j'ai trouvée sur Pinterest avec le dessin de 100 livres que je colorie au fur et à mesure de mes lectures, ce qui me permet de suivre le fil. Et c'est pour ça que quand vous regardez les stories, je vous mets 16e lecture, 30e lecture, 88e lecture. Voilà, ça me permet à moi de savoir à quel livre, entre guillemets, à quel numéro de livre je suis rendue. Mais il n'y a pas que les versions papier. Il y a aussi les applis de suivi de nos lectures. Alors, comme je vous le disais, moi, ma préférée, c'est Babelio. C'est l'appli que j'utilise sur mon téléphone, comme sur mon ordinateur, et j'aime vraiment m'en servir. Vous pouvez créer votre bibliothèque en scannant vos livres ou en faisant des recherches sur le site. Les romans sont classés par genre ou catégorie. À ce jour, par exemple, j'ai rentré 694 livres que j'ai lus ou que j'ai dans ma palle ou que j'ai sur ma wishlist. Bien entendu, il y a bien plus de livres, parce que je crois que j'avais fait un décompte il y a quelques temps, et j'ai beaucoup plus de livres que ça dans ma bibliothèque réelle, mais bon, j'ai pas tout noté. Sur chaque fiche de roman, vous avez aussi l'info sur le nombre de tomes de vos séries, ce qui peut, comme je vous l'ai dit, être pratique pour savoir où vous en êtes rendu dans une saga. Vous pouvez sélectionner aussi vos auteurs préférés, déposer vos chroniques et noter vos lectures entre 1 et 5 étoiles. Et vous avez également accès à différentes statistiques, comme vos lectures par mois, la carte de vos lectures par genre. Spoiler alerte, les genres de la fantaisie et des polars sont les plus représentés dans mes graphiques. Les stats vous indiquent aussi le pourcentage de vos lectures en fiction, non-fiction. Et sans surprise si vous me suivez depuis le début de l'année, ou depuis le début du podcast, 100% de mes lectures sont des romans de fiction. Oui, je préfère. Voilà. Vous avez aussi un récap de votre nombre de critiques par mois et l'appréciation de celle-ci, ce qui est assez fun à voir. Et l'appli vous donne aussi une liste de vos auteurs les plus lus ou des maisons d'édition que vous lisez le plus, ainsi que la présence de prix littéraires dans votre bibliothèque. Ça peut vous permettre aussi au niveau statistique de savoir le format que vous lisez le plus, si vous lisez du brochet, du relié, du poche, etc. Et si vos lectures suivent la hype ou pas. Il y a également un récap du nombre de vos lectures par mois avec les images des couvertures dans une sorte de calendrier, ce qui est toujours agréable à voir. Sur l'appli, vous pouvez également indiquer les dates de lecture de vos romans. Ça permet de voir votre rythme de lecture. Ou, si vous avez perdu votre marque-page, de savoir la dernière entrée de page que vous avez mis sur votre application. Je signale que c'est surtout sur l'application. J'ai pas encore vu sur le site internet où on pouvait mettre le nombre de pages, mais dans tous les cas, là, ça peut vous permettre, si vous n'avez pas de marque-page, de pouvoir suivre vos lectures tranquillement. Parfois, Babelio propose aussi des masses critiques où vous pouvez avoir un livre contre une chronique. C'est une expérience très intéressante que j'ai pu vivre grâce à eux avec le roman L'éclat et la nuit de Lisandre Azaello. Et franchement, c'était génial. En vous abonnant aussi à leur newsletter, vous aurez accès à de nombreuses actualités livresques, des rencontres avec les auteurs ou des sorties du moment. De mon côté, j'adore utiliser cette application et j'ai accès à tellement d'infos que je peux suivre correctement ma bibliothèque et savoir où j'en suis avec ma palle. Alors, il n'y a pas que Babelio dans la vie, mais il y a aussi d'autres
d'autres applications ou sites internet. Bon, je ne vais pas tous vous les dire comme je vous l'ai dit, je vais juste vous en parler de 2, dont j'entends beaucoup parler chez les booktubeuses. Et il y a Livre Addict, qui est un forum convivial et dynamique qui vous permet de créer une bibliothèque virtuelle, de partager vos lectures et avis avec vos amis, de participer à un book club organisé tous les mois, de lancer des challenges de lecture ou de faire partie des lecteurs qui voteront pour le prix Livre Addict. Vous avez aussi accès à des statistiques annuelles, mensuelles, au suivi de votre nombre de livres, de pages, aux challenges communautaires, etc. Vous avez également Goodreads, qui est une appli internationale que je n'utilise pas personnellement, mais pour ceux que cela intéresse, elle peut être utilisée sur votre téléphone avec une base de données mondiale, de quoi y trouver des VO qui pourraient vous plaire. Elle possède de nombreuses fonctionnalités de suivi, des challenges, des recommandations automatisées basées sur ce que vous lisez, ce que vous avez aimé, avec des suggestions internationales de romans et une très large base de données. Voilà, je vous ai fait le récap des façons de pouvoir lister vos lectures. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant d'utiliser Babelio pour avoir un suivi vraiment très précis et très statistique, ça suffira, de mes lectures. Et là, mon reading journal revient quasi au même que les carnets de lecture et c'est vrai que c'est plutôt pas mal de pouvoir poser ses lectures dans un seul et unique endroit et savoir où on en est. Nous voici maintenant à la fin du podcast avec la dernière rubrique, la petite question du jour. Aujourd'hui, on va parler des fins ouvertes, frustration, liberté. C'est une question qui divise souvent les lecteurs. Que penser des fins ouvertes dans les romans ? Vous savez, ces histoires qui se terminent sans tout révéler, en laissant volontairement des zones d'ombre ? Ou est-ce une frustration ou une liberté ? D'un côté, c'est vrai qu'une fin ouverte peut être frustrante. On a suivi les personnages pendant des centaines de pages, on s'est attaché à eux, et puis, rien. L'auteur nous laisse en suspens, on voudrait savoir ce qui se passe après, avoir une réponse claire, et parfois on a presque l'impression que l'histoire est restée inachevée. Mais d'un autre côté, une fin ouverte peut être une véritable liberté pour le lecteur. Elle nous invite à imaginer nous-mêmes la suite, à projeter notre propre interprétation. Chacun construit sa version, et cela peut donner lieu à des débats passionnants. Finalement, l'histoire ne s'arrête pas, elle continue à vivre dans notre esprit. Personnellement, je suis partagée. Parfois ça m'agace beaucoup, surtout quand j'attends une conclusion précise, mais à d'autres moments, j'aime qu'un auteur me fasse confiance, qu'il me laisse compléter son histoire avec ma propre imagination. Peut-être qu'après tout dépend du genre et du ton du livre. Si je devais donner des exemples, côté frustration, un roman ou une nouvelle que j'ai lu avec ce type de fin, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos. À cet instant-là, à la fin de la lecture du tome 4, j'en ai eu besoin. Je me suis lancée dans des recherches de fanfiction sur Wattpad. C'était la première fois que je faisais cela et que je découvrais cette application. Et certaines idées développées par les auteurs de fanfic m'ont permis de tourner la page sur cette saga et d'apprécier cette série pleinement. Si je devais donner un exemple côté liberté, un livre où la fin ouverte m'est plu, eh bien, j'ai beau chercher un titre, j'avoue que je ne trouve pas de titre à vous proposer. Alors je vous renvoie la question. Pour vous, les fins ouvertes, c'est une frustration ou une liberté ? J'aimerais beaucoup connaître vos avis et vos exemples de livres qui vous ont marqué par leur fin. Vous pouvez me laisser un commentaire à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com et partager avec moi votre avis sur fin ouverte, frustration ou liberté. Et voilà, l'épisode du mois de septembre se termine. Je vous ai fait la chronique de mes presque 16 livres lus, une chronique d'écriture sur mes avancées sur mon roman de fantasy et pour le coup, je vous ai annoncé que j'étais sur l'écriture d'une nouvelle. Enfin, en tout cas, je l'ai fini de l'écrire. Enfin, j'y arrive. Et sur le Spooky Writing Challenge organisé par la Plumerie. Je vous ai également, dans la chronique Mais pas que, vous donné ma façon de noter toutes mes lectures dans tous les sens du terme. Noter avec des étoiles ou noter mes lectures pour en faire un listing dans un carnet.
ou une application. Et la petite question du jour sur la fin ouverte, frustration ou liberté. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres ou de séries à regarder. Bien entendu que non. Ah si, je vous ai parlé d'Enola Holmes. Et c'est vrai. Mais pas que. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram, dont vous retrouverez l'adresse dans la barre de description, et vous pouvez également m'envoyer un mail à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. N'hésitez plus. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, dont l'adresse est dans la barre de description. En cliquant simplement sur s'abonner, je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et des sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.